Binge Audio présente. Produit par Binge Audio et Pinot Collection. Ce matin-là, les abbayes sont calmes. Ronald, muni d'un chapeau protecteur, fait ses tâches habituelles. Il vérifie que rien ne perturbe la journée de ses petites ouvrières. Mais au fond, Ronald pense à autre chose. Il pense au magazine spécialisé pour les apiculteurs qu'il a feuilleté tout à l'heure. Et plus exactement, il pense à la page des petites annonces qu'il lit toujours en premier. Une de ces annonces l'a beaucoup intrigué. Elle disait ceci. Opportunité unique. Nous recherchons un apiculteur, homme ou femme, de n'importe quel âge, pour le photographier avec une barbe d'abeille ou avec des abeilles sur tout le corps. Ce que l'annonce précise aussi, c'est le nom du photographe. Il s'appelle Richard Avedon et il est très célèbre. Alors Ronald hésite. Il se décide à envoyer sa candidature à l'adresse indiquée. Et dans les jours qui suivent, le téléphone sonne. Le voilà parti pour la Californie. Le jour de la séance, Ronald pose nu, le corps enduit de phéromones de reine. Des centaines d'abeilles se mettent à tourner autour de lui. Elles sont tellement nombreuses qu'il panique, mais il sait qu'il ne doit pas ouvrir la bouche sous peine de les avaler. Alors il fixe l'objectif, presque sereinement, sans réaliser sans doute que la photo qui sera faite aujourd'hui deviendra une œuvre d'art exposée dans les plus prestigieux musées du monde. Ronald n'a peut-être pas passé le meilleur moment de son existence, mais la photo issue de cette séance est extraordinaire. C'est une photo en noir et blanc sur laquelle on voit un homme, Ronald Fisher, chauve, la peau diaphane, recouverte d'abeilles, créant un contraste saisissant et une incongruité. Richard Avedon dit de lui qu'il pose tel un moine bouddhiste qui endurerait ses douleurs sans s'apitoyer sur son sort. Cette photo fait partie d'un projet, In the American West, qui a conduit Richard Avedon à photographier des Américains anonymes pendant 5 ans, de 1979 à 1984. Il parcourt 17 États de l'Ouest américain et réalise des centaines de clichés d'anonymes, qu'ils soient mineurs, vendeurs de bois, chauffeurs de poids lourds. Tous posent sur le même fond blanc, dans leurs propres habits, fixant l'objectif. Au fil de ces clichés conçus de manière subjective, sans qu'il ait jamais voulu en faire un projet sociologique, il dévoile un pan de l'Amérique laborieuse. C'est un travail majeur dans l'œuvre de cet artiste, dont l'œil, vif, malin, sait s'adapter. Les anonymes donc, mais il a aussi photographié les plus grandes célébrités de son époque, bouleversé la photo de mode. Et il a prouvé, à ceux qui ne l'avaient pas encore compris, que la photographie est un art à part entière. Ça a commencé comme ça, Richard Avedon. Avez-vous déjà entendu parler de Rachmaninoff ? Il est probablement l'un des meilleurs pianistes de l'avant-guerre, un compositeur hors pair connu dans le monde entier. Eh bien, Richard Avedon a seulement 10 ans lorsqu'il prend en photo cette célébrité de la musique classique, car Rachmaninoff est le voisin de ses grands-parents. C'est à New York que Richard naît en 1923, dans une famille juive aisée d'origine russe. Enfin, les choses ne sont pas si simples. Son père a un magasin de mode sur la 5e avenue, qu'il perd après le terrible krach boursier de 1929. Il n'a plus le choix, ils sont obligés de déménager en banlieue et de vivre plus modestement. Mais c'est dans ce contexte que Richard découvre la photographie grâce à un Kodak Brownie que lui offre son père. Mon père était instituteur et il m'a expliqué le principe de la photographie car l'Eastmak Kodak Brownie était une véritable révolution à la fin des années 20 quand je suis né. Chaque foyer possédait un Brownie et c'était passionnant de prendre des photos. Mon père voulait que je comprenne ce qu'était un négatif, l'effet de la lumière sur un négatif et comment, après inversion du processus, la photo était imprimée sur un papier photosensible. J'avais 9 ans à l'époque. Et le jeune garçon est déjà particulièrement inventif. Voyez plutôt. À 9 ans,
il crée un procédé pour graver un négatif du portrait de sa sœur sur son bras. Et cela grâce au soleil. La photo devient vite une passion. Et cette passion, il comprend son pouvoir d'illusion. Sa famille n'a plus le statut qu'elle avait avant. Eh bien, le jeune Richard compose des photographies de famille idéales, mais imaginaires. La famille pose donc devant des limousines ou des maisons luxueuses qui ne sont évidemment pas à elle. Ils empruntent même des chiens pour agrémenter les clichés. Toutes nos photos de famille étaient construites autour d'une sorte de mensonge par rapport à ce que nous étions, mais révélaient parfaitement ce que nous voulions être. Voilà ce qu'il en dit à l'époque. À 15 ans, Richard Avedon entre au lycée dans le Bronx. Il y rencontre un garçon qui va devenir un ami et avec qui il va souvent collaborer. James Baldwin, un futur écrivain, noir et homosexuel. Victime du racisme dans son pays, il s'exile d'ailleurs à Paris. Et c'est là-bas qu'on le retrouve dans ce reportage de 1963, alors qu'il est devenu un porte-parole de la lutte pour l'égalité entre les Blancs et les Noirs aux États-Unis. On a construit un mur entre les races, n'est-ce pas? Et pour les Blancs qui ne voient pas l'autre côté de ce mur, ils ne pensent pas. Ils ne pensent pas. Tout ce qu'ils voient, c'est le serviteur, la bonne, vous savez, le gangster, l'ivrogne, mais ils ne voient pas la vie. Ils ne nous considèrent pas comme égal parce qu'ils ne nous considèrent pas du tout. Dans ces mêmes années 60, Richard Avedon ira lui-même photographier les manifestations menées par les Africains américains. Avedon et Baldwin défendent les mêmes valeurs, l'humanisme, la tolérance, l'antiracisme et une certaine méfiance envers le monde de l'argent. Mais j'anticipe un peu. Revenons un brin plus tôt, lorsque Richard Avedon a 19 ans. Nous sommes en 1942, quelques mois après l'entrée en guerre des États-Unis. Le jeune Richard entre dans la marine marchande où il est chargé des portraits d'identité de matelots. Il sera aussi témoin de la cruauté de la guerre au service des autopsies, où il photographie les cadavres. À la fin de la guerre, il peut enfin rentrer aux États-Unis, et il ne va pas attendre longtemps avant que sa carrière ne décolle. Il rejoint l'un des magazines les plus prestigieux de l'époque, le Harper's Bazaar. J'ai toujours rêvé de travailler pour Harper's Bazaar. À l'époque, les magazines avaient une véritable importance et les plus grands écrivains de Dylan Thomas à Truman Capote en passant par Flannery O'Connor y publiaient leurs œuvres. Les photographes tels que Cartier-Bresson y publiaient de magnifiques essais. C'était formidable. On intégrait une communauté qui comptait et c'est là que je voulais être. À l'époque, il n'y a pas plus branché que ce magazine. Et ça, c'est en grande partie grâce au directeur artistique Alexei Brodovitch qui impose une ligne moderne et avant-gardiste. Mais l'arrivée de Richard Avedon dépoussière encore un peu plus l'univers de la mode. Richard Avedon, c'est le coup de poing dans le mouvement. Rédactrice de mode à Harper's Bazaar, China Machado. Je crois pour tout le monde, c'est le photographe plus connu et mieux pour la mode du monde entier. Il est resté avec nous 20 ans. C'est le premier photographe qui a mis l'émotion, mouvement dans la mode. Alors on peut se demander à quoi ressemble ce fameux mouvement. Eh bien, par exemple, en 1947, il couvre pour la première fois les collections de la haute couture française. Et là, il choisit de mettre en scène les mannequins dans la rue, au plus près de la réalité, de la vie, au milieu des passants. C'est une petite révolution, et cela change des studios de mode qui étaient la norme à l'époque. L'une de ces images cultes a d'ailleurs été réalisée à Paris. C'est une photo prise au Cirque d'hiver en 1955 lorsque Yves Saint Laurent présente sa première collection pour Dior. Une mannequin célèbre, la superbe Dovima, porte une longue robe du soir. Et elle est entourée de 2 éléphants. Le décalage entre les protagonistes, la lumière, la beauté de la composition, des courbes, que ce soit les bras gracieux de Dovima ou les trompes des éléphants, en fait l'une des photographies de mode les plus emblématiques de l'histoire. Alors attention, Richard Avedon travaille dans la mode, mais il n'est pas, dans son esprit, un photographe de mode. À travers ses photos, il retranscrit avant tout un air du temps, l'esprit de la société américaine, ses goûts, ses désirs, ses évolutions. Dans ces années 50 et 60, on passe d'une douce insouciance d'après-guerre à une montée de l'individualisme, de la consommation, sans oublier les luttes, les mouvements sociaux que l'on a déjà évoqués. Voici d'ailleurs quelques mots de Richard Avedon pour décrire ce que la photographie représente pour lui.
Et vous allez le constater, c'était loin d'être un simple passe-temps. Chaque fois que je prends un appareil photo en main, c'est crucial. C'est crucial, c'est comme si j'avais peur, vous savez. J'ai peut-être peur, comme un athlète a peur de rater son saut en hauteur, et c'est exactement ce que je ressens en prenant une photo. Richard Avedon devient un maître du portrait. C'est simple, un portrait d'Avedon, on le reconnaît immédiatement. Il a sa patte, un style bien à lui. Le modèle est frontal, face à l'objectif, attrapant le regard. Le fond est blanc, le cadre est délimité par des traits noirs, et surtout la lumière. La lumière révèle tous les détails du visage. Chaque trait est visible et cette précision semble nous donner des indices sur la personnalité du sujet. Et d'ailleurs, qui sont-ils les sujets de Richard Avedon ? Toutes les plus grandes célébrités sont passées devant son objectif. Les écrivains, Truman Capote et Jean Genet. Les artistes, Francis Bacon ou Andy Warhol. Les cinéastes, Charlie Chaplin ou Alfred Hitchcock, parmi tant d'autres. Son talent, c'est vraiment de saisir ce que ces modèles ne donnent jamais, ce qu'ils dissimulent. Une forme de vérité, de lâcher prise, de trouver une faille, un moment hors du temps. En 1957, il organise une séance photo avec Marilyn Monroe, qui passe plusieurs heures à jouer son personnage, à danser, à chanter, à flirter. Elle faisait du Marilyn Monroe, dira Avedon. Elle faisait du Marilyn Monroe, mais quand la nuit s'est terminée, qu'il n'y avait plus de vin blanc et que la danse s'est arrêtée, elle s'est assise dans un coin comme une enfant. Je ne l'aurais pas photographiée sans qu'elle le sache, et lorsque je me suis approché avec l'appareil, elle n'a pas refusé que je la photographie. Et lors de cette séance, il réalise un cliché incroyable de Marilyn, dénué de tout artifice. Les yeux dans le vague, une forme de tristesse sur le visage. Une espèce de vérité brute, comme on ne l'a jamais vue, sans doute. Autre exemple encore, la photo qu'il parvient à faire avec le duc et la duchesse de Windsor en 1957. Ce couple a une histoire hors norme. Le duc de Windsor a été roi d'Angleterre sous le nom d'Édouard VIII, mais seulement 326 jours. Et c'était en 1936. Il décide finalement d'abdiquer pour pouvoir épouser une femme 2 fois divorcée, Wallis Simpson. Il y a quelques heures, j'ai renoncé à ma charge de roi et d'empereur. Et le couple en exil devient membre de la jet set et se compromet gravement par ses sympathies nazies. Alors, Richard Avedon accepte de les prendre en photo, mais il veut, semble-t-il, gratter, capter ce qu'il y a derrière les sourires, les apparences. Il veut montrer leur cruauté. Il sait qu'ils aiment apparemment plus les chiens qu'ils n'aiment les juifs. Alors, il invente une histoire. Il leur dit soudainement qu'en arrivant, quelques heures plus tôt, son taxi a renversé un chien. Leur visage se fige, et c'est à ce moment précis que Richard Avedon déclenche son appareil. Résultat, les visages sont meurtris, presque enlaidis par un froncement, une inquiétude. Les sourires de façade ont complètement disparu, et évidemment, le couple détestera la photo. Alors, peut-on dire que le procédé est juste ? En tout cas, Richard Avedon s'est toujours défendu d'être cruel, plaidant qu'il ne s'agit finalement que d'une image. Revenons à l'amitié entre Richard Avedon et l'écrivain James Baldwin. Ensemble, ils publient un livre dans les années 60, intitulé Nothing Personal, rien de personnel. Et ce sont justement des portraits qui y figurent, d'anonymes ou de personnalités, des visages qui représentent l'Amérique et qui dialoguent avec l'essai de Baldwin. L'écrivain très engagé met le doigt où ça fait mal, sur les divisions de la société américaine. On y trouve, par exemple, un portrait d'un des plus grands leaders antiracistes de l'époque, Malcolm X. Mais ce portrait est flou. Oui, flou. Un flou qui laisse tout de même deviner des yeux perçants, un sourire à peine esquissé, une lumière dans le visage. Comme si, avec ce flou, Richard Avedon avait voulu signifier la complexité du personnage. On y découvre aussi le visage de William Casby, un homme noir né esclave. Le portrait révèle chaque ride, chaque pore, chaque trace du temps. Le visage est charismatique, puissant, singulier, unique. Richard Avedon lui restitue symboliquement ce que tant d'esclaves américains n'ont jamais pu obtenir. Une identité. Sa fibre politique s'affirme encore davantage lorsqu'il s'intéresse à l'un des événements qui obsèdent les États-Unis dès la fin des années 60, la guerre du Vietnam. Il part sur place en tant que reporter en 1971. La situation là-bas est terrible, et son témoignage est bouleversant. Il photographie les victimes du napalm en conservant toujours la même méthode. Il les place sur un fond neutre,
le regard fixe. Chacune d'elles décide de montrer ou de dissimuler ses membres blessés. On voit une femme cacher une partie de son visage défiguré. On voit des mains mutilées qui ont perdu leur aspect. Il couvre aussi un procès, celui de 7 militants américains jugés pour leur opposition à la guerre. Ce n'est pas rien à l'époque. Les États-Unis sont secoués par des manifestations contre cette guerre qui n'en finit plus. De l'autre côté, les conservateurs accusent les anti-guerres de traîtrise. Ce procès est en fait le symbole d'un pays pétri de contradictions. En 1969 aussi, il entame une série de photographies de son père qui, au cours de ces années-là, va déclarer un cancer. Certains pourraient trouver cette démarche voyeuriste, presque impudique, mais voilà ce qu'en dit l'artiste. Il y avait une grande distance entre nous, et vers la fin de sa vie, c'est-à-dire la dernière décennie, alors que mon fils grandissait, je voulais vraiment renouer le contact avec lui. Pas seulement selon ses conditions, mais je voulais qu'il me connaisse. Alors j'ai commencé une série de photos de lui qui n'avaient rien à voir avec sa mort, rien à voir avec sa maladie. Mais c'était une occasion pour lui de découvrir ce que je faisais. On le comprend donc au départ, c'est une démarche personnelle de Richard Avedon. Mais lorsqu'on voit les photos, on réalise que le projet dépasse le cadre familial. En témoignant de l'agonie de son père, il réussit à capter l'universalité de notre condition humaine, à tous. Et puis, Richard Avedon défend son art comme un art majeur. Il n'y a qu'à voir la manière dont il conçoit ses expositions. On dit d'ailleurs qu'il a révolutionné l'exposition photographique. La première fois, c'est en 1975, à la Marlborough Gallery de New York. Il travaille sur l'espace, les couloirs, les salles. Il définit un parcours en quelque sorte. Il travaille sur les échelles de ses œuvres, constituées de très grands et très petits formats. L'accrochage général est saisissant. Certaines images sont placées en hauteur, d'autres tout près du sol. Et des expositions, il y en aura bien d'autres, jusqu'à sa mort, en 2004. Toute sa vie, il a réussi à rassembler dans son travail ce qui semblait inconciliable. Des paillettes et des célébrités avec l'Amérique profonde, la photographie de mode et le photojournalisme de terrain. Et il y a peut-être une phrase de Richard Avedon qui résume tout son génie. Je vous l'offre, ce cadeau, avant de vous quitter. Toutes les photos sont exactes, mais aucune n'est vraie. Ça a commencé comme ça est un podcast Binge Audio, Pinot Collection, écrit par Caroline Alazi, raconté par moi-même, Younes Boussif. Prise de son, Paul Berthiaud, et réalisation, Elisa Grenet.